Sous le Tipeee, des entretiens de personnalités inspirantes. Retrouvez tous les épisodes sur sousletipeee.com ou bien sur votre plateforme de streaming préférée. Bonjour chers amis et bienvenue sous le Tipeee. Il y a des rencontres qui marquent. Claude Gouts est de celle-là. En arrivant chez lui, un grand panneau attire mon regard. La silhouette d'un Doberman adulte avec une gueule qui ne plaisante pas. Voilà, la messe est dite, je vais me faire mordre. Pas par le chien, mais par la vérité. Claude est un homme à l'énergie indomptable, au regard perçant, au franc-parler sans détour. Il a formé Jean-Claude Van Damme. Il était sur le tournage de la légendaire pub Volvo, celle où Jean-Claude réalise le facial entre deux camions en marche. Pour y arriver, il a fallu une vraie préparation, une confiance, un lien, une méthode et Claude. Mais au-delà de la performance, c'est la transmission au cœur de son parcours qui impressionne. Une vocation, enseigner, guider, faire émerger le meilleur chez l'autre. Il parle de ses élèves avec une tendresse discrète, une fierté authentique. Et aujourd'hui encore, il enseigne toujours avec la même passion, le même feu. Alors, sans plus attendre, on s'assoit, on lâche prise et on se laisse inspirer sous le Tipeee. C'est relativement simple. Il faut un peu de bol comme dans tout, une détermination terrible et une envie de réussir. Le problème, c'est ça. Moi, dans ma vie, c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai essayé d'aller au maximum où j'étais, une société par exemple, et puis je suis parti, puisque j'étais au maximum, pour refaire autre chose et regrimper de nouveau les échelons. Donc j'ai toujours eu ce sens du combat et de la réussite. Donc c'est ça, c'est tout simplement ça. Ça peut manquer à certains actuellement, parce que le monde est plus mou. On est tellement assisté dans tout, des couches partout, des couches qui se font une demi-heure sur le net, qu'on perd un peu la boule. Mais ce qu'il faut, c'est une détermination à y aller, quoi. C'est aussi simple que ça, la réussite, hein. Faut pas grand-chose, hein. Et comme tout le monde est plus ou moins mou, c'est beaucoup plus facile maintenant qu'avant, hein. Avant, les gens étaient des mineurs. Maintenant, ils ont diffusé à ramasser un morceau de papier par terre. Donc, il y a moyen de gagner facile, hein. Contrairement à ce qu'on croit. C'est plus facile maintenant qu'avant. De toute façon, ça ne changera pas. La vie change, évolue tout le temps, et celui qui ne sait pas s'adapter, qui n'est pas toujours au-dessus de la vague, il a perdu les noyés. C'est aussi simple que ça. Et moi, j'ai toujours eu 30 ans d'avance dans la préparation physique, mentale des gens, et je la garde. Alors au début, j'avais énormément d'ennemis, évidemment. Tout le monde est jaloux. Et puis avec le temps, ça s'est atténué. Et ils se disent qu'à mon grand âge, je suis toujours performant. Et donc, là, ils me mettent plutôt en haut de l'échelle, ou avant ils me mettaient en bas. C'est ça la réussite. Mes ennemis sont devenus mes amis. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai tout pensé là, très tôt. 4 ans et demi. C'est dur. On est tout seul. Pour cela, c'était autre chose à l'époque. On était frappés, bousculés, il fallait se battre. Et dans les pensionnats que je fréquentais, il y a surtout 2 sports. L'escrime et la boxe. Et moi, j'ai pris la boxe parce que je voulais vraiment casser la gueule au directeur qui m'a foutu une claque. Je suis un jour l'étendre. Et ça, c'était le début de ma motivation. Donc, je me laissais pas abattre, hein. Voilà, j'avais peut-être là un peu plus, j'avais peut-être 106 ans, mais voilà, j'ai tout de suite commencé. J'étais un très bon boxeur. Mais pas pour être boxeur, pour m'en servir le cas échéant. Voilà. Donc j'ai commencé tôt. Mais ça n'a pas été mon métier, hein. Je n'ai pas été boxeur comme ça, disant d'entrée ou prof de... Non. Mais j'avais cette préparation mentale et physique prêt à tout. Pour être champion, il faut être au maximum de ses capacités physiques, morales, mentales. 100%. Mais un vrai champion, c'est à 200%. Là, il ne prend plus que 6. Enfin, l'oxygène, etc., qu'il aspire et tout ce qu'il fait est tout à fait différent d'un homme ordinaire. Les poids aussi, donc il est extraordinaire. Et pour être extraordinaire, il faut une volonté d'acier. Et il faut un entraînement pas du tout comme on fait, encore actuellement.
ça sert à rien. On fait un entraînement pour être à 100%. Mais tout le monde peut être à 100%. À 200%, ça c'est autre chose. Et là, il faut innover. Donc d'abord, on met le gars à 100%. Ensuite, quand il est à 100%, je peux m'en occuper. Alors je l'améliore. Voilà. Moi, à l'époque, mon cœur battait à 36 pulsations. Bon, maintenant, il bat encore plus bas. Pas le mien, les autres, évidemment. Voilà. Mais je pouvais monter à 240. Or, on raconte en médecine qu'à 200 mètres, il explose. Ben, je suis toujours là et mon cœur n'a pas explosé. Donc voilà, c'est ça. Ce sera un domaine étonnant, avec des paramètres étonnants. C'est assez simple d'être champion. Faut le vouloir. Moi, j'ai eu un très grand club, et puis j'ai eu un club un peu plus petit que j'ai encore, que j'avais gardé. On ne sait jamais si je fermais tout autour de moi, j'avais un club pour m'entraîner. C'est d'ailleurs le club de l'UCL, donc l'université. Eh bien, ce n'est pas un club pour faire des champions. On fait des médecins, des psychologues, des machins. Eh bien, ils t'ont combattu tous très bien, au point que quand des visiteurs de grands clubs viennent chez nous, ils me disent, ben merde alors, on s'attendait pas à ça. Il y en a qui ont pris des raclées, des filles médecins, parce que c'est ma méthode d'entraîner. En vérité, très vite, ils combattent, et à la fin de chaque entraînement qui dure 1h30, 2 heures, on fait entre 3 rounds et 15 rounds de combat. Toujours. Donc, ils combattent comme des dieux, mais surtout, ils l'ont fait depuis le début, depuis la première leçon. Et donc, ils ne savent pas ce que c'est le danger. Ils n'ont pas peur. Si on attend 2 ans pour se lancer dans le combat, la compétition même de la vie, on réussit jamais. On est déjà une lopette. Chez moi, il n'y a pas de lopette. Il n'y a pas d'agressif non plus. Parce qu'on ne doit pas toucher. Ça fait plus de 10-15 ans qu'on n'a pas eu d'accident. Et pourtant, on est vraiment efficace. Je prends la personne. Bon, il faut là un peu de technique de base. Mais en dehors de sa technique de base, je l'amène sur le maximum de rendement. Par exemple, faire un double salto. On prend n'importe qui de la rue. Il sait pas faire ça. Il n'a même pas envisageable. Eh ben non. Au club, ils font tous ça. Et alors, on fait le facial. Le facial, c'est le grand écart de face. Facile. Et idéalement, on fait un salto et on tombe en grand écart. Et là, on commence tout doucement à maîtriser son corps. Parce que tout ce qu'on fera doit se faire en immense facilité. S'il faut faire un effort pour lever la jambe, ou la mettre à gauche ou à droite, ou faire un autre mouvement, c'est perdu. On ne le fait pas en un temps. Tout doit se faire en un temps. Y compris le tir au pistolet. Quand on voit un policier qui dégaine, qui amène son arme, qui tire la culasse à l'arrière, qui commence à viser, mais la cible est partie, que diable. Évidemment. Tout ça, il faut supprimer. Il faut attaquer, comme dans la vie, comme un cobra. Là, on a une chance. C'est mon style, hein. C'est comme ça que je fais avec mes gars. Mais attention, il faut quand même savoir qu'il y a des gens qui viennent uniquement faire un peu de sport. Ouais. C'est bien aussi. Mais quand même, j'essaie qu'ils soient bons, voilà. Et je crois que la réussite dans ce domaine, c'est que toute leur vie, ils parlent de moi. Toute leur vie, à Noël, Nouvel An, ils viennent me voir. Je sais pas si tous les profs font ça, mais moi, je trouve ça extraordinaire. Même cet attachement au professeur, oui. Et quand ils ont besoin, je les aide. Hein. Donc c'est un esprit, hein. C'est même pas une famille, je suis pas trop famille, moi. J'ai vécu tout seul, donc pas trop famille, mais ouais, quand même. Et une fois par an, les anciens, tous ceux qui étaient champions, tout ça, on a un dîner ensemble, une sortie. Ben, son père est venu, comme souvent les papas venaient amener leur gosse en disant qu'il était bon à rien, etc. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Le père de Jean-Claude est venu avec les mêmes propos. Mais il était déplaisant. Ses propos étaient déplaisants. Et le petit Jean-Claude est, comme on est à son âge, un gringalet, myope, laid comme un pou. Là, et timide que c'était pas croyable. Et ça m'a énervé.
Et j'ai dit, ok, je le prends. Et puis, comme le père était très très dur, si maintenant c'était, à cette époque-ci, ce serait interdit. Très très dur avec lui. Et donc, moi, je jouais le tampon. Voilà, et c'est comme ça que je me suis attaché à Jean-Claude, et qui s'est attaché à moi, évidemment. Et alors, je me suis dit, j'ai repensé à quand j'étais, moi, au pensionnat, la première chose à faire, qui puisse casser la tête à tout le monde, il va reprendre confiance. Voilà, j'ai décidé qu'il serait un champion. Et j'ai dit un jour à la famille, je savais de temps en temps, le père m'énervant de nouveau avec un propos désagréable sur son fils, je lui ai dit, écoute, tu arrêtes maintenant, je ferai de ton fils le karatéka, le plus riche du monde, champion du monde, le plus grand acteur. Il m'a interrompu, il a dit à sa femme, tu as entendu? On avait un fou dans la famille, maintenant on en a deux. C'était pas mal, il m'acceptait quand même dans la famille. Donc voilà, c'est ça un peu l'anecdote de Jean-Claude et moi. Et il s'est attaché à moi et moi à lui. Moi, je suis sûr de moi. Je sais comment on peut faire un champion. Et s'il me suit, il sera champion. Attention, on peut être champion sur le ring, on peut être le star, le meilleur, quoi. C'est aussi simple que ça. J'ai pas fait que Jean-Claude, hein. J'ai au moins 15 ou 20 personnes qui tournent des films en Amérique avec des succès divers, pas comme Jean-Claude, mais voilà. Hein, j'ai des grands champions de boxe, enfin, j'ai toutes sortes de choses. Simplement, le gars, il vient me voir et il me dit, je veux être champion. Alors, je lui ai expliqué en 2 mots ce que c'était. Généralement, ils s'en vont. Et s'ils restent, on y va, et on le fait, et on gagne. On va encore maintenant, d'ailleurs, Jean-Claude et moi, faire un immense casting mondial pour trouver un grand champion. Mais ça, c'est un projet qui est pratiquement inconnu. Il a été décidé hier. Voilà. Première mondiale, tiens, un cadeau. On n'a pas de contrat. Pas un seul contrat, rien. J'ai des personnes qui me donnent quoi que ce soit. Tout ce que je fais, c'est du bénévolat. Et d'ailleurs, il n'imaginerait pas que je veux avoir quelque chose. Quand on dit, tu payes ton prof? Mais je dis, oui, mais Jean-Claude dit, mais il faudrait pas. Et voilà, c'est ça notre conception. C'est ça l'amitié, hein. Il n'y a pas de question d'argent entre nous. Voilà. Un jour, si, c'est vrai, il m'a offert une voiture. Parce que ma voiture était tellement vieille que quand on allait quelque part, il va finir par tomber en panne, etc. Et donc, il a commandé 2 voitures, 2 Mini Cooper S super performantes, une pour lui et une pour moi, avec le même pommeau de vitesse, avec notre nom dessus. Il me dit, comme ça, chaque fois qu'on prend la voiture, on pense à l'autre. Elle est assez âgée, mais elle est toujours dans mon garage. Puis, il y a une chose assez amusante. Il me téléphone, que ce soit de jour ou de nuit, il voit pas la différence, lui, il m'appelle. Et il dit, tu ne dormais pas sans doute? Je lui dis non, évidemment. Voilà. Et donc, il m'appelle la nuit, et il me raconte un petit peu les ennuis. Je dis, écoute, il y a tous ces bras cassés autour de toi. Ils vous adorent, et c'est voilà. Ben, il est au moins 2h du matin, donc je lui dis ça, je suis radical. Bon, je raccroche, 1 heure après, il me téléphone. Et je dis alors, j'ai foutu tous les bras cassés dehors. Seulement maintenant, je pars, je sais pas si c'était à Hong Kong ou un truc comme ça, faire le tour du monde pour des restaurants, faire un truc inouï. Et je dis alors j'ai personne. Faut que tu viennes. Et donc j'ai pris ma valise. C'est inouï, j'ai pris ma valise et je suis parti. J'ai atterri à Singapour. Je savais pas où il était. Donc, je suis allé voir un hôtel, je me suis dit là, puis non, il n'est pas là. Je suis revenu à l'aéroport. Il me cherchait aussi. Donc, et on n'a pas osé se faire une réflexion en disant, tu as perdu du temps ou quoi? Comme si c'était normal. Mais ça a toujours eu, hein. C'est assez étonnant. On peut être au bout du monde. Si on se cherche, on se retrouve toujours. On a fait 1 pays par jour. On avait 2 hélicoptères. Un blanc pour atterrir sur les toits,
un noir qui pouvait atterrir sous le sable qui est plus lourd, et un avion particulier. Il y a un budget démentiel, mais le travail était terrible, hein. 1 pays par jour. Et on s'est fait ça pendant, ouais. Et puis je suis rentré. Et on a repris tous les deux nos activités. Wow. Il faut dire que les pilotes Volvo étaient étonnants parce qu'ils partent en marche arrière. Mais à relativement grande vitesse. Et comme Jean-Claude était un peu blessé, j'avais demandé est-ce que ce serait pas possible de partir, de mettre un tout petit coup de frein, de repartir pour ouvrir ses hanches. Mais je dis, ils vont pas comprendre ce que je dis. Putain, le pilote avait compris. Hein. C'est moi, j'ai été saisi. Je suis cru au volant. Tellement il faisait ça bien. Jean-Claude se sentait un peu raide. Ça tombait pas. Ouais. Il y a des fois, quand on a une opération, qu'on joue à l'entraînement, on s'enraidit un peu. Mais attention, hein, le facial tel que je fais, c'est pour la vie. Donc même si on est enraidi en 2-3 jours, là, on est impeccable. Mais enfin, bon, il était un peu inquiet. Donc je l'ai entraîné, spécialement ici d'ailleurs, tout près, à Wavre da Vinci, en secret. On a retravaillé ce tac, 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 tac. Là, et puis bon, je tapais sur sa tête, boum, il tombe en grand écart. Hein, je tapais sur l'écran, il remontait, etc. Donc facile. Donc il a fait ça facile. Ben oui. 80 millions de personnes ont regardé. Hein. Ouais. Il a touché un terrible cachet. Alors vraiment, j'ai écarté, facile. Oui. On avait quand même pris un autre élève, mon ami le kiné, que j'ai fait, qui est dans le kiné de Stallone, de tout le monde, qui était là des fois qu'il aurait mal, mais on n'a pas dû intervenir. Une fille est assez jolie, on peut dire que c'est une qualité. Bon, elle est moche, on peut dire que c'est un défaut. La même chose pour le mec. Mais en vérité, les gens ont beaucoup plus de défauts que de qualités. Ils ont très peu de qualités. Donc, si tu travailles les qualités, ils les ont déjà. Tu travailles un point fort. Tu vas l'améliorer un petit peu. 10-20%. Oh, si tu prends un défaut. Et là, ils sont bourrés de défauts. Tu as toutes les voies devant toi. Par exemple, t'es un peureux. Eh bien, le peureux, tu vas le laisser peureux. Tu vas lui donner un maximum de vitesse. Il a peur de tout. Il bouge comme un fou sur le ring. C'est incroyable. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait où, là, celui-là? Voilà. Tu vas dire, avec ce défaut-là, tu fais la vitesse du siècle. Etc., etc. Alors, pour la souplesse, on me dit, bon, mais tout le monde sait faire le grand écart facial. Il y a 3 méthodes. Celles que j'emploie pratiquement pas maintenant un peu avec les universitaires, en douceur. Donc ils ne souffrent même pas. Et en 28 jours, tout le monde peut être en facial et on ne souffre pas. Mais c'est une méthode qui, pour le caractère, ne sert à rien puisqu'on ne souffre pas. Il y a une deuxième méthode, c'est la souffrance. On appuie, on fait mal, on progresse presque pas. Lentement, mais c'est fait exprès. Et ça fait tellement mal que pour finir, si on a un groupe de 5 ou 6, celui qui est à la souffrance, tout le monde s'en moque. Et alors, quand c'est ton tour à toi, tout le monde se moque de toi. Et ça crée une ambiance dans cette souffrance, on rigole comme des fous, les gens ne comprennent pas. Et puis ils nous applaudissent, parce qu'ils trouvent ça extraordinaire. Et puis, il y a une méthode que j'emploie de temps en temps, j'ai employé ça à New York. Eh bien, je suis fait faire le facial, le grand écart, en une fois à quelqu'un. Mais ça fait vraiment souffrir. Les gens généralement hurlent, pleurent. Et puis quand ils sont en grand écart, ils demandent, généralement il y a quelqu'un avec eux, vite une photo. Tellement ils sont contents. Mais bon, ça c'est la méthode vraiment radicale à ne pas faire. Et j'interdis même à mes élèves de l'employer parce que on pourrait blesser. Je signale que j'ai jamais blessé personne. Hein. Et j'ai dû mettre des milliers de personnes en facial. Hein. Alors tous mes élèves font le facial, mais ils communiquent cette chose aux autres. Donc. Sous le Tipi, un podcast d'Arnaud de Guélingue. C'est pas vraiment mon métier, moi je fais ça par passion. Mais professeur, enseignant, c'est pas facile, hein, parce que
Il y a ceux qui ne réussissent pas, ils s'en vont. Il y a ceux qui sont juste venus un petit peu pour apprendre, ils s'en vont. Donc c'est toujours des gens qui s'en vont. Et puis, ceux qui restent, ils voudraient vraiment devenir le meilleur, le super champion. Mais non, ça dépend d'eux. Et quand ils ne sont pas, ils s'en vont aussi. Donc, autour de vous, il y a énormément de gens qui partent. Après, ils reviennent, hein. Mais ils s'en vont quand même. Donc, c'est un truc. L'enseignant, vous donnez un maximum, et puis les gens s'en vont. Ce n'est pas très gai, mais c'est la vie, hein. Mais ils reviennent. Ça, j'ai appris avec le temps. Il faut dire aussi que parmi mes élèves, il y a quand même beaucoup de champions, un truc comme ça. Et donc, ils ont souffert. Mais je suis peut-être le seul professeur qui faisait tout avec eux, et en même temps. Donc, je souffrais avec eux. Attention, on levait des poids terribles, 2 fois son poids de corps. Moi, je levais 180 kilos. À l'entraînement, encore maintenant, je fais 140. Je m'échauffe à 140, la salle se demande si j'y arrive. À 50, c'est impossible pour eux. Donc c'est ça, oui, on faisait des arrachés, donc c'est en bench. Quand on termine le bench, on doit décoller. 242 kilos et demi. J'ai pas osé faire 250 parce que j'entendais mes os qui craquaient. Ouais. Tout le monde s'est arrêté, on a eu peur. Et le médecin à côté comprenait plus rien, lui complètement dépassé. Lui, on avait dit à l'école qu'on ne peut pas dépasser 100 kilos, donc à l'UNIF, par un vieux professeur lui-même qui devait pas savoir lever plus de 30 kilos, parce qu'à ce moment-là, tout est bloqué, hein. On respire plus ni rien, on est vraiment en apnée totale, et c'est l'intérieur qui donne l'impression d'exploser. Quand on dit ça au médecin, il devient fou, hein. J'avais 30 ans d'avance dans la préparation, ça se ressentait. Et nous étions une équipe de combattants invulnérables. Nous entraînions au Centre national des sports de la DEPS, où nous avions reçu la salle, vu nos qualifications. Mais autour de nous, il n'y avait que des mécontents, des jaloux, fédération, enfin, tout le monde était fou de rage. Et surtout, ceux qui pratiquaient à l'époque le karaté dit traditionnel voyaient d'un très mauvais œil notre manière de faire. Et voilà. Donc ça créait un climat difficile. Néanmoins, j'étais conseiller à l'ADEPS, donc je tenais en main la situation. Mais il y avait tellement d'ennemis que pour finir, le comité olympique, l'ADEPS et le BLOSO, qui est l'aile flamande, ont décidé de faire une compétition nationale où toutes les fédérations, c'est ça le problème, il y a toutes sortes de fédérations, hein, tous les petits roitelets, devaient se rencontrer et comme ça on saurait qui était le meilleur. Ça a eu lieu et mon équipe a pulvérisé toutes les autres équipes. En finale, nous avons gagné par arrêt de l'arbitre pour inférieur manifeste des autres. Alors là, contrairement à ce qu'on croyait, ça a été la guerre totale, mais alors totale. Et donc, même à la DEPS, j'ai dû donner ma démission partout. Et j'entraînais Jean-Claude à cette époque, qui était pratiquement, comme combattant pratiquement invulnérable, mais il n'était pas encore formé au point de vue caractère, il était encore un peu faible. Je rappelle qu'il était très faible quand il est venu. J'avais encore besoin d'1 an ou 2 pour en faire un robot. Et là, nous avons dû quitter, nous séparer. Lui, il est parti en Amérique, je l'ai laissé partir, mais il n'était pas prêt. Moralement. Physiquement, oui, mais moralement, il n'était pas prêt. Et tout a explosé autour de moi. Mon épouse, à l'époque, avait ras-le-bol, s'est taillée, et ainsi de suite. Donc je me suis retrouvé tout seul dans ma maison. Voilà, sans rien. Et j'ai dû remonter progressivement, avec de ennemis partout. Et même,
l'ADEPS m'avait abandonné. Parlons pas du comité olympique, ça, il ne me connaissait même plus. Mais ça, c'était avant. Et puis, bon. Mais ça explique un peu une certaine faiblesse de Jean-Claude. Une faiblesse morale, je n'avais pas fini mon entraînement. C'est une époque où j'entraînais les gens plus longtemps pour les faire. Depuis lors, il y a une évolution dans la préparation. Je peux aller plus vite. Mais c'est une époque où c'était plus long. Voilà. Mais on venait aussi du karaté très traditionnel, très ancien, très basique. En fait, les gens de l'époque, ils ne savaient ni boxer, ni employer les jambes. C'était fort frustre, un peu comme de la religion. Ça va être dur ce que je dis, je sais, va me faire un ami, mais j'ai vraiment plus besoin d'amis. Hein. C'est eux comme ça de moi. Voilà. Ben, la vie est différente à toute époque. Donc maintenant, on pense autrement, on agit autrement. Mais si on veut être champion, le meilleur, là, il n'y a rien à faire. Il faut y aller, il faut se battre. Par exemple, si on étudie, on n'est pas obligé d'être bourré chaque soir, mais on ferait mieux de réussir brillamment ses études. Si on est sportif, même chose. Donc il faut être au top. En fait, c'est ça que je veux dire. On peut pas, sauf coup de bol, ça peut arriver, hein. On prend le bon billet à la loterie nationale et c'est parti. Mais sauf un truc comme ça, si on n'a pas les qualités nécessaires, si on les emploie pas non plus, parce qu'on peut les avoir, hein. Il faut les employer. Il faut savoir, hein. Il faut savoir faire aussi quelques sacrifices. C'est évident que si on veut être champion, on peut pas être en boîte de nuit tous les soirs, hein. Ça, il faut oublier ça. Être champion, dans n'importe quelle discipline sportive ou autre, c'est vivre autrement que la masse. Il faut sortir de la masse. Les gens ont difficile à prendre une décision et à savoir ce qu'il faut faire. On va acheter un truc en Chine, mais on te dit d'acheter chez l'épicier du coin. Qu'est-ce que je fous là ici? Non, c'est ça. Il y a trop de gens qui conseillent et qui ne savent pas. Ça par contre c'est vrai. Il y a trop d'enseignants qui enseignent et qui ne savent pas. La médiocrité, c'est pas bon. Tu vois, je dis pas qu'il faut être le meilleur, parce que je vois des enseignants très bons, très modestes, mais très bons. Ça c'est bien, pour une certaine catégorie. Mais si tu veux vraiment créer le top, tu es obligé d'être toi-même au top. Tu vois des mecs comme ça, tellement bedonnants dans la rue, ils peuvent pas être au top. Hein. À moins qu'ils soient chef-coq. C'est difficile parce que tous les jours, maintenant, il y a des centaines de personnes qui me posent la question que je viens de poser. Comment faire pour être champion? Veux-tu faire de moi un champion? C'est pas à moi de faire le champion. C'est à eux me prouver qu'ils sont terribles, être au sommet de ce qu'ils peuvent être, afin que mon regard soit différent d'eux. Et que je regarde en me disant, ouh, pourvu qu'ils viennent chez moi. C'est ça la vérité. Voilà. Je pense que tout le monde doit essayer d'être le meilleur qu'il peut être. Ça, c'est pas mal. N'allons pas plus loin. Je suppose que j'ai assez d'élèves dans le monde entier pour transmettre, s'ils veulent le faire. Par exemple, j'ai un professeur d'université, docteur en médecine, psychiatre, qui lui-même est professeur dans plusieurs universités, et il m'a demandé s'il pouvait donner cours au club. Et cours de quoi? D'assouplissement. C'est phénoménal quand même. C'est phénoménal. Ça fait que maintenant, il est là. Donc ce professeur universitaire mondialement connu donne le cours d'assouplissement. Faut dire que les élèves sont sidérés, hein. Surtout ceux de l'université, là. Il dit le prof qui donne le cours. Mais ça, c'est bien.
Donc je compte sur eux pour transmettre. Quand on a un super champion, qu'on s'entraîne comme une super bête, à la limite on peut manger n'importe quoi. C'est pas conseillé, mais on pourrait manger n'importe quoi. N'oublions pas que c'est de la chimie alimentaire. Alors, il y en a déjà qui disent, le matin tu manges ça, mais ça, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Tout se mélange dans l'organisme. Donc voilà. Ce qu'il faut, c'est que l'intérieur de l'organisme soit capable de tout assimiler, de transformer, et que tu en aies besoin. Tu manges un peu trop sucré, mais tu en as besoin. C'est bon. Donc l'alimentation du sportif de haut niveau est beaucoup moins importante qu'on le croit. Par contre, celui qui ne s'entraîne pas beaucoup n'a vraiment pas intérêt à faire des excès. Hein. Quand tu vas au Tour de France, tu arrives au poids, tu vas pas arriver obèse. Hein. Et tu manges 8000 calories par jour. 8000. Et tu perds 5 kilos plus ou moins. Donc, les gens savent ce qu'il faut faire. Ils te disent souvent, je vais voir un diététicien pour faire du poids. Qu'ils prennent leur vélo, qu'ils fassent un petit tour de frais. Ils peuvent manger 8000 calories. Qui est-ce qui mange 8000 calories? Personne. Personne, même pas un sportif. Là, le Tour de France, c'est vraiment terrible. Tu vois? Au point que le jour de repos, ils ont pris l'habitude de manger beaucoup. Et s'ils ne font pas attention, s'ils mangent comme pour la course, le lendemain, alors qu'ils sont à un jour de repos, ils ont une contre-performance. Ils n'ont pas bien digéré. Ils sont pas bien. Donc l'alimentation est importante, mais elle doit être calculée intelligemment. J'ai entendu, après les réunions, on conseille à tout le monde, les gens ne savent plus rien faire, hein. Ils savent même faire pipi tout seul. On leur conseille ce qu'il faut faire pour récupérer de l'alimentation. C'est incroyable. Je suis bouffé moins pour boire un peu d'eau. C'est fou, hein. Mais tu as plein de conseillers comme ça, un peu... on vit dans un monde de conseillers, de coachs. Mais des coachs qui sont pas... Attention, hein. Des coachs qui sont pas à l'école, hein. Tu vois des types qui t'expliquent une musculation, machin, déjà comme il faut faire avec les animaux. Alors je lui demande, t'es vétérinaire? Non. T'es docteur en médecine spécialisé en sport? Non. Oh. T'as un diplôme ADEPS qui est votre sérieux diplôme? Ah non, ils n'ont rien. Par contre, je ne comprends pas comment ils peuvent conseiller quand on n'a rien. Quand moi j'étais le conseiller à l'ADEPS, j'avais interdit ça. On ne pouvait pas enseigner si on n'était pas diplômé. Et suivant la catégorie de diplôme, tu pouvais enseigner à un certain niveau, etc. Et tu devais repasser le test, je crois, tous les 3 ans. Je me souviens plus très bien. Mais... non. Ouais, mais il y en a qui enseignent le prof de yoga depuis la maison. Le yoga, c'est pas un sport terrible, mais c'est très difficile. Hein. Les mouvements, je ne dis pas. Donc voilà. Je crois que ce qui est important, c'est de se ressaisir un petit peu devant curieusement, je veux dire, hein, devant la facilité de la vie. Actuellement, la vie est tellement... Tout le monde dit que c'est épouvantable, c'était mieux de mon temps, je sais pas ce qu'il raconte. La vie est tellement facile maintenant pour n'importe qui, on peut faire n'importe quoi. On peut même ne pas travailler, si on veut. Impensable au Moyen-Âge. Donc voilà, je trouve qu'il doit peut-être un peu se ressaisir, se reprendre en main, et on fonce, quoi. Faire la ligne d'arrivée pour arriver premier, avec moi. C'est une habitude. Sous le Tipeee, c'est fini pour aujourd'hui. Écoutez tous les épisodes sur souletipeee.com ou bien sur votre plateforme préférée. À bientôt pour d'autres entretiens inspirants.